Clément? Juste le temps que ça redirige sur la page. Et je crois qu'on y est. Voilà. Ok, Clément. Bonjour. Bonjour Eleonore. Clément, je te dois mes plus plates excuses. Je suis très en retard. Et donc, mes excuses aussi à ceux qui nous suivent. J'étais en consultation et je ne pouvais pas interrompre ma consultation. Parfois, quand on fait ce métier, on se trouve dans des situations qui demandent de donner toute son attention à la personne qu'on a en face de soi. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait et je suis en retard pour le live. Donc, Et je te remercie parce que moi, je sors d'une formation d'une journée en distanciel de créativité qui est super bien passée, très passionnante, mais prenante. Donc, ça m'a laissé le temps de souffler. voilà, eh ben, écoute, merci Clément de me déculpabiliser. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ok, Toujours tout va bien. voilà. Ok, eh ben, écoute Clément, aujourd'hui donc on démarre notre challenge de 7 semaines pendant lesquelles on va partager avec ceux qui nous écoutent notre expérience déjà, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus précieux que l'expérience personnelle. Ce qu'on a vécu, on peut le transmettre mieux que personne. Je pense que tu as vécu la PNL dans ta vie. Je veux dire, tu l'as vraiment expérimenté dès ta première expérience avec la PNL. Tu as vu à quel point ça pouvait transformer les choses. Et de même, je peux dire que mon expérience de la PNL m'a permis de changer ma façon de vivre, de changer mon expérience de la vie, de changer le feedback que la vie me donne. C'est-à-dire, je suis passée d'une personne, je ne sais pas si on pourrait dire passive, mais en tout cas plutôt dans le mode victime des événements extérieurs, parce que je n'étais pas vraiment passive, à un mode proactif et créateur de sa vie. Donc, c'est ce qu'on va proposer aux personnes qui vont nous rejoindre aujourd'hui et qui vont nous suivre pendant ce challenge de cette semaine. Et donc, l'idée, c'est que réellement, les choses changent. C'est-à-dire que de l'expérience qu'on a, qui se répète et qui nous fait souffrir et qu'on n'a pas envie de continuer à vivre, on va passer à une expérience qu'on choisit peu à peu, avec des tas de surprises, hein, comme ce soir. Voilà, exemple, je n'aurais jamais choisi volontairement d'être en retard, bien sûr, au live, mais c'est ce que la vie nous présente et de ça, on en fait quelque chose. Comme on en a parlé la fois passée, il y a une expression américaine qui dit, je dirais en français, si la vie te donne un citron, fais-en une limonade. Voilà. Donc aujourd'hui, on va commencer par la clé numéro 1. Est-ce que tu peux la présenter? Énonce-la déjà, puis après je développerai. D'accord, donc on va commencer par quelque chose qui est extrêmement fondamental, qui est le cœur de ce que nous sommes, qui est les valeurs. C'est-à-dire qu'au cœur de tout ce qu'il y a en nous, il y a un moteur qui nous fait agir. Par exemple, si je mange un morceau de chocolat, c'est parce que le plaisir gustatif est quelque chose, le fait de se faire plaisir est une vraie valeur qui vit à l'intérieur de moi. Si je me fiche de cette valeur, le chocolat ne représentera pas grand-chose pour moi. Donc, à la racine de tout ce qu'on fait, derrière tout ça, il y a des valeurs et c'est très important de les connaître et de mettre de l'ordre dans ces valeurs parce que des fois, on confond nos propres valeurs avec celles que l'on croit devoir suivre. Un exemple tout bête, si mes parents ont des valeurs, je vais d'abord, petit enfant, je vais écouter mes parents, je vais
les admirer, ce sera un peu comme des dieux sur terre. Ils savent tout faire, ils savent conduire, ils savent faire à manger, ils me donnent le bain, ils m'habillent, ils vont faire les courses. Bref, ils savent tout faire. Et moi, je suis un enfant, bah, je me sens un peu impuissant face à la vie. Je ne sais pas encore faire grand-chose à part échanger émotionnellement, rire, jouer, m'amuser et dépendre beaucoup de mes parents. Donc, quand mes parents pensent eux, dans leur fort intérieur, telle ou telle valeur, mettons, on va faire un peu cliché, hein. Maman, elle va penser que la valeur amour, famille, affection, c'est ce qu'il y a de plus important, et papa, il va penser la valeur sécurité, travail, carrière, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, on va se caler sur les valeurs de nos parents parce qu'on aime, on admire nos parents plus que tout, et on va oublier que parfois, leurs propres valeurs et nos valeurs ne sont pas la même chose. Donc, il va falloir découvrir ce que nous, on porte comme valeur, qui est une espèce de synthèse de les valeurs, en fait, l'espèce d'ADN de valeurs de mon père et de ma mère et de l'environnement dans lequel je vis. Tout ça va créer un faisceau d'influence qui va faire que moi, je vais avoir mes propres valeurs. Donc, il va falloir que je comprenne ce qui est vraiment ce qui m'appartient et ce qui est de l'influence extérieure. Et je pense que là, on a une première pierre de construction de ces 7 clés. Exact. Et en fait, ça renvoie à la question de ce que tu dis sur les valeurs, et on va parler aussi de critères, parce que c'est deux mots qui sont dans le même univers. Et j'expliquerai la différence, mais c'est très important, ça va être très important, parce qu'une valeur comment dire, à la limite, se matérialise, se représente à travers ces critères d'application, de manifestation dans sa vie ou pas. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, une valeur, c'est un mot, ouais. Mais comme le mot amour, mais le mot amour, c'est un concept, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'abstrait. On appelle ça en PNL un mot valise, c'est-à-dire c'est une valise avec une étiquette amour dessus, mais ce qu'il y a dans la valise, à la limite, c'est propre à chacun. Bien sûr. À tel point que quand on demande la définition à 10 personnes, de vraiment d'écrire sur le papier qu'est-ce que c'est l'amour pour eux, qu'est-ce que c'est que le respect, c'est encore plus fort, ils mettent des choses qui peuvent être vraiment très différentes. Et parce que après, par rapport à un mot de référence qui fait référence, mais il y a on pointe des choses qui sont importantes, qui nous dit c'est là ou c'est pas là. Ça nous permet les critères, ça nous permet de mesurer si le mot il est présent, si l'idée, ce qu'il représente, c'est présent dans notre vie ou pas. Et la question des valeurs, ça renvoie à la question de qui je suis, en fait. Et derrière la question de qui je suis, en fait, des processus qu'on appelle de développement personnel. C'est-à-dire que vous avez tout le monde entend parler c'est presque des mots, des expressions qui sont des tartes à la crème, le développement personnel, sans que, à la limite, on sache exactement ce que ça veut dire. Le développement personnel, ça veut dire déjà se découvrir. C'est savoir qui je suis. Dans le qui je suis, il y a l'identité, qui est déjà quelque chose qui est presque un mystère pour chacun. Mais déjà, pour approcher de son identité, qui est difficile à désigner, à part dire je suis Clément Boyer, c'est-à-dire de nommer un prénom et un nom, le contenu de qui je suis beaucoup de choses. Ouais. Je suis beaucoup de choses. Le qui je suis est défini par beaucoup, beaucoup de choses. Et dans ces choses-là, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres, qu'on appelle les critères, les valeurs et les croyances, c'est-à-dire ceux qui guident mes choix. Hein, entre deux travails qu'on me propose, de missions, de boulot, mais je vais avoir des sortes de points de repère dans ma tête pour dire ce boulot je le prends, ce boulot je ne le prends pas. Oui, absolument. Oui.
par exemple, moi, je prône, je cite enfin, pour les gens qui me connaissent, je suis pour que la paix entre les hommes soit là tout le temps et le plus possible. Et on me proposerait un travail qui consisterait à aller travailler dans une usine de fabrication de mitraillettes, je n'irai pas. Même si la définition du travail pourrait être intéressante, on pourrait me proposer de travailler, mettons, au bureau innovation. Alors moi, il y a une autre valeur, la créativité, l'innovation, c'est très important pour moi. Mais travailler à quelque chose qui est contre la paix, je ne vais pas le faire. Et ça, je crois que ça parle à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses, on rebuterait à les faire et pour le tout l'ordre du monde, on ne le ferait pas, quoi. Et je n'ai aucun jugement. Aucun jugement. Celui qui le fait. Pour celui qui le fait, parce que tout simplement, il ne met pas la même valeur sur la valeur. Ouais. En fait, le mot valeur, il faut vraiment l'entendre. Le mot valeur, on parle amour, confiance, paix, joie. Tout ça, on comprend bien que ces mots-là sont philosophiquement et psychologiquement, sont dans la catégorie d'un mot qu'on range dans une grande valise avec l'étiquette valeur. Mais le mot, il est intéressant à le faire résonner. Valeur, c'est ce qui a de la valeur. Ouais. Valeur, c'est ce qui vaut quelque chose. Et ça dépend d'une personne à l'autre. Il y a des objets auxquels je tiens. Mon téléphone, ça a de la valeur. La tâche keep calm, you're not that old. Non, ça, on me le prend. Je vais fortement râler, me rebeller. Ça, je le casse. Je suis un peu embêté, mais bon, je n'ai pas mis de valeur, jusqu'on pourrait dire même une valeur marchande, une valeur argent. Je n'ai pas mis de valeur dessus. Mais on ne parle pas que de cette valeur, on parle de la valeur d'attachement, la valeur affective, la valeur émotionnelle, la valeur relationnelle. Si cette tasse, elle m'a été offerte par mon amoureuse, alors là, celui qui le prend, il fait un sacrilège. Donc, parce que cette tasse, tout d'un coup, elle prend énormément de valeur subjective pour moi. D'accord? Donc, une valeur, c'est ce qui a de la valeur pour une personne. Alors ça, c'est important, parce que je veux te connaître. Je veux communiquer avec toi. Je veux travailler avec toi en tant que partenaire ou ami. Si je ne connais pas tes valeurs, je peux faire des bourdes, je peux faire des contresens, je peux aller jusqu'au conflit. Oui. Tu es d'accord? Ça peut être, ça peut arriver même jusqu'à la limite, il y a séparation. Et c'est très embêtant parce que c'est que des fois, on ne comprend pas pourquoi on se sépare de certains amis alors qu'on se pensait amis et la valeur amitié était forte. Sauf que si on a touché à une de leurs valeurs essentielles, tout peut s'arrêter. J'ai un exemple pour ça qui est très marrant. Enfin, marrant. À l'époque, ce n'était pas marrant. Mon père était avocat et il avait des clients japonais. Et on lui demandait des conseils. Et donc, lui, étant un occidental normal, quand il pensait qu'il ne fallait pas faire quelque chose, il disait, donc ses clients lui venaient le voir, il lui disait, est-ce que je peux faire ça? Et lui il disait, non, on ne peut pas faire ça. Et il s'est rendu compte qu'il perdait certains clients qui avaient disparu de son horizon, à qui il avait en effet dit non, et que pour un Japonais, dire non, c'était comme vraiment une grossièreté. Il fallait absolument pas dire non. Il fallait dire bien. Alors peut-être que ça aussi ce serait une solution. Enfin, il fallait surtout pas dire non. C'est très intéressant. C'est que là, tu expliques en plus la frontière ou la correspondance entre valeur et critères. Derrière, pas dire non, il y a sans doute la notion de respect ou de fierté. Je ne sais pas quelle est la notion japonaise qu'il y a derrière. Alors que pour ton père, dire non, c'est honnêteté. Oui, c'est ça. Franchise, droiture, organisation, efficacité. Donc, c'est plein de valeurs. En plus, ce n'est pas qu'une. Hein. Mais et derrière cette valeur, ou ces valeurs, en fait, il y a des applicatifs
c'est des modes, ce qu'on appelle les modes opératoires qui nous permettent de dire j'ai ma valeur ou j'ai pas ma valeur. Alors, la question, ça va être, est-ce que je suis fidèle à mes valeurs et est-ce que je donne, il y a d'abord la fidélité à ces valeurs et il y a aussi, est-ce que je donne assez d'importance à mes valeurs et que je fais en sorte que mes valeurs soient présentes dans ma vie. Et avant ça, Eleonore, c'est est-ce que je les connais? Ah bah oui, il faut déjà… Est-ce que je les connais vraiment? Je te donne une expérience qui a été, ça a été déterminant pour moi. Quand j'ai commencé à travailler sur mon développement personnel, j'ai fait, il y a plusieurs exercices, on va vous en donner quelques-uns que vous pouvez faire d'ores et déjà tout seul chez vous. J'ai fait ma liste comme ça à l'intuition des valeurs qui étaient importantes pour moi. Donc, il y avait curiosité, parce que ça, je le savais, on me le disait, et puis je me rends bien compte que je suis assez curieux de tout. Créativité, alors si je ne peux pas créer, je m'étiole. Il y avait créativité, il y avait le partage, il y avait la relation humaine, il y avait l'amour, il y avait des choses comme la simplicité. Voilà, je mettais. Puis un jour, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire avec un partenaire. Je devais construire une entreprise. Je suis allé même jusqu'à déposer les statuts. On a ouvert le compte, on a fait ce qu'il fallait pour que ça démarre. Et il voulait absolument, pour faire démarrer l'entreprise, je passe les détails, mais que je prenne de l'argent de mon autre entreprise, d'une autre, et que je la mette en faisant une opération comptable un peu douteuse. Et moi, j'étais donc je lui avais dit à la japonaise là, ni oui ni non, parce que je dis mais bon, j'ai moi la considération que l'argent qu'il y a dans mon entreprise, mais somme toute c'est moi qui l'ai créé, donc elle m'appartient. Sauf qu'on est dans le système français, ça fonctionne pas trop comme ça, et qu'on peut pas faire n'importe quoi parce que il y a des lois. Et puis il a insisté. Et il y avait quelque chose qui me gênait dans sa proposition, mais qui me gênait. Bon, mais je ne pouvais pas le dire, donc j'ai attendu. Et puis, j'avais dit une première fois non, poliment, pas la façon de non japonaise dont tu as parlé. J'ai dit, je ne pense pas que c'est une bonne idée, il faudrait trouver une autre façon de s'y prendre. Moi, c'est une façon de dire non. Puis une fois, deux fois, trois fois. Alors, au bout d'un moment, ça commençait à m'exciter, à m'énerver un peu profondément. Puis un jour, on a une discussion où je lui avais dit non, et puis il revient lors d'un repas, et il me dit quand même, ça serait important que pour que ça démarre, tu fasses ça. Et je lui dis vertement là, non, c'est non négociable, et je l'ai dit avec des mots un peu plus verts que ça, tu me casses les pieds. Et c'était un peu plus catégorique que ça encore. Et ça a clashé. Il est parti. Notre relation s'est arrêtée. Et je lui dis même, je dis, s'il faut, tu prends l'entreprise. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et donc, ça a été une altercation, en fait, assez virulente. Et le lendemain, je dis, mais je ne comprenais pas, mais avec moi-même, je m'examinais, mais je me dis, qu'est-ce qui t'arrive, Clément? Pour quelle raison tu t'es énervé, tu t'es échauffé, tu es allé jusqu'à même arrêter une entreprise que tu venais de démarrer, dans laquelle tu avais déjà mis des sous. Mais c'est quoi ce truc-là? Puis j'ai cherché, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il a touché qu'il fallait pas qu'il touche? Sur quoi où c'est qu'il a mis le doigt? Sur quoi qu'est-ce qu'il a dans ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'on a vécu, ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il fallait absolument pas toucher, qui était mon domaine sacré? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ce qui me sacrait moi, c'est-à-dire qui était à telle importance que c'est une définition d'une partie, une forte définition d'une partie de mon identité. Et est sorti le mot liberté. C'est ce jour-là que j'ai compris que la liberté, c'était la valeur numéro 1. Et pour les gens qui me connaissent, ils savent très bien que s'ils touchent la liberté, ils perdent Clément. C'est sans sommation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociation.
Ça n'était pas apparent. Non, j'en étais pas conscient. Oui, c'est ça. Moi, j'en étais pas conscient. Alors, les valeurs qui vous définissent, ce sont justement des valeurs qui sont difficiles à trouver parce que ce sont des évidences. Donc, une évidence, on n'en parle pas, on la vit. C'est ça. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment important que nos auditeurs nous comprennent à ce niveau-là. C'est que vous avez des tas de valeurs que vous allez sortir comme ça. Souvent, ça va être les valeurs humaines, le respect, l'amour, etc. Et puis, la valeur qui est tellement évidente, je ne fais que répéter ce que Clément vient de dire, hein, mais c'est vraiment pour enfoncer le clou. La valeur tellement évidente pour vous que vous ne pensez même pas à l'énoncer, et même entourée probablement d'une espèce d'aura émotionnelle, un peu qui pourrait rendre la chose un peu fragile, vulnérable. Il ne faut même pas y toucher, quoi. Donc, on va même pas en parler. Et par contre, des fois, on va se laisser grignoter cette valeur parce qu'on ne l'a pas mise en avant consciemment. Et alors, ça, c'est vraiment important de comprendre. Et comprendre au passage qu'on a des hiérarchies de valeurs. C'est-à-dire qu'il y en a, il y a une qui est au sommet, et puis il y en a qui est juste en dessous, et puis il y en a 4-5 qui sont juste en dessous, et puis il y en a qui sont en dessous, qui sont des valeurs de valeurs. Mais en fait, c'est 4 ou 5 valeurs, peut-être 6, jusqu'à 10 valeurs qui régissent votre vie, pas plus. Et si effectivement on a ces valeurs qui sont soi-disant des valeurs importantes pour nous, qui en fait cachent une autre valeur encore plus importante, à un moment donné, par exemple, ça pourrait être, je vais prendre un exemple bateau, sécurité, liberté. Eh ben, pour certaines personnes, la sécurité, c'est important. Ah oui, j'ai besoin de sécurité. Et puis, si on leur dit, bon, très bien, tu perds ta liberté, tu te compromets, tout ça, ils sont prêts à casser une valeur relativement importante pour protéger une autre valeur encore plus importante. Et tant pis, à ce moment-là, on risque de, comme tu l'as dit, de tout casser pour pouvoir protéger une valeur. Au nom de ce qu'on va appeler ces valeurs principales ou valeurs sacrées pour l'individu, et chacun a son système de valeurs, c'est pas quelque chose qui est universel, c'est absolument personnel, c'est un définisseur personnel, donc ça rentre vraiment dans un élément qui permet d'approcher son identité et de permettre aux autres d'approcher l'identité et du coup la personnalité de quelqu'un. C'est connaître vraiment son système de valeurs et sa hiérarchie. C'est-à-dire, quelles sont les valeurs qui en fait régissent, qui décident pour moi quand j'ai un choix à faire, qui décident, non pas consciemment, qui décident inconsciemment. Les valeurs vraiment importantes, ce sont celles qui agissent inconsciemment, pas celles qui sont conscientes. Ouais. C'est là où il faut apprendre à se connaître. Et ça, ce n'est pas évident, parce il faut apprendre à connaître quelque chose qui est inconscient. Ouais. Là, je dirais deux choses. La première, c'est que ça rejoint quand même quelque chose de super fondamental en philosophie et dans ce domaine-là. Ce qui était écrit sur les temples grecs, connais-toi toi-même, c'est vraiment la base de tout. Effectivement, se connaître soi-même, c'est aussi connaître ses valeurs. Se connaître soi-même, c'est se connaître et du coup, c'est connaître. Donc la phrase, c'est connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc, si on se connaît soi-même, on comprend mieux le fonctionnement en général de notre environnement. La deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est un petit exemple que j'avais déjà donné dans un des lives précédents, c'est la question de ma relation à la nature. J'ai découvert en parlant avec quelqu'un qui fait un certain travail sur des aspects de valeur qu'on peut avoir, que j'ai une valeur très élevée qui est la nature. La nature, la nature, les animaux, les plantes, marcher dans la nature, tout ça. Depuis que cette personne m'a dit ça, pour moi, c'était évident. Je me disais, bah oui, bien sûr, j'aime la nature, les fleurs et tout ça, j'adore jardiner et tout. C'était tellement évident, je n'y accordais même pas tellement d'importance. Et depuis qu'elle m'a dit ça, je passe plus de temps dans la nature, je me rends compte à quel point ça me régénère. Et chaque fois que je regarde une plante et que je m'en inspire et que
j'en retire quelque chose de vraiment important pour moi, je me rappelle, ah oui, mais c'est tellement important pour moi et ça me nourrit réellement. Maintenant que je sais, d'abord, je le pratique plus, entre guillemets, et je retire plus de bénéfices de cette pratique parce que j'ai plus conscience de ce que ça m'apporte. Oui. En fait, dès que on prend conscience de ce qui est vraiment important, et c'est-à-dire pour lequel on sait qu'on va faire des choix orientés liés à ça, ben, on peut très bien réorganiser, recentrer sa vie sur ces choses importantes. Alors que ça veut dire importante, c'est que ça a de la valeur, mais ça n'a pas qu'une question de valeur au sens même affectif. C'est ça qui va nous rendre heureux. Ouais. C'est ça qui va nous rendre, qui va faire qu'on va être en paix, on va être dans le bien-être, on va être dans le. Et il y a des personnes pour qui la nature, ce n'est pas du tout une valeur. Non. Mais par contre, être dans la fête, comment dire, en contact avec beaucoup de gens, c'est ça qui est plus important. Donc, ils vont faire d'autres choix. Et leurs choix ne sont pas moins bons que les tiens. Ils sont juste différents. Et ça fait partie, à la limite, de la biodiversité. Ouais. Il y a besoin de gens comme toi qui ont des valeurs. Il y a des gens qui ont besoin des valeurs qui vont les amener à être ermites ou moines, d'autres qui vont être politiciens, d'autres qui vont être… Il n'y a pas à redire ça, à redire quelque chose à propos de ça. C'est juste ce qui est important, c'est d'abord d'apprendre à se connaître pour vivre en accord avec soi-même. Et du coup, là, ça rejoint un des principes fondamentaux de la PNL, qui est la question du modèle du monde. On parle de modèle du monde, donc une personne a un modèle du monde. Selon la PNL, il n'y a pas de modèle du monde qui soit plus ou moins bon. Il y a juste un modèle du monde d'une personne et ils sont tous de valeur égale, sauf que certains modèles du monde vont être plus confortables à vivre que d'autres, par contre. Oui. Alors, mettons un peu d'éclairage sur cette notion de modèle du monde, parce qu'on a pris ce soir l'angle des valeurs et des critères. Mais ce qui est important, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans la connaissance de soi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les valeurs et les critères, on a fait ce choix-là, mais il y a les croyances. C'est-à-dire que c'est complètement lié aux valeurs et aux critères. C'est-à-dire que pour que je donne de l'importance et de la valeur au mot amour, il faut que je croie que le mot amour a de la valeur. Il faut que je croie qu'il a une importance dans la vie, que je crois que ça va m'aider à vivre, que je crois que c'est quelque chose d'essentiel. On a plein de croyances. Mais après, les croyances, c'est à propos des valeurs, mais c'est à propos des critères, c'est à propos de tout et n'importe quoi. Pour que je choisisse un apprentissage, pour que tu aies choisi l'Ayurveda et pas moi, c'est-à-dire qu'on n'y met pas les mêmes croyances. Tu as des croyances Alors, tu as accédé à la connaissance et à l'initiation à l'Ayurveda sur lequel tu as trouvé de l'importance et tu as mis des croyances qui fait que tu t'y maintiens. Moi, j'ai un peu goûté à l'Ayurveda, je trouve que c'est intéressant, mais je n'ai pas mis les croyances que tu as mis. Donc, je vais pas faire le choix de me former à ça. Parce que j'ai fait des choix de me former à d'autres choses, comme la PNL, tu vois. Ah oui. Mmh. Et alors, après, le fait qu'on va choisir, qu'on met des croyances et qu'on construit de la valeur autour de quelque chose, c'est aussi lié beaucoup aux expériences que l'on fait. Tu disais en PNL, moi, dès le début de la PNL, ça avait été quelque chose de transformant. Oui, la PNL, je n'expliquerai pas dans le détail, mais la PNL m'a permis, je pense, de me sauver d'un problème de santé. Oui, clairement, oui. J'avais 8 ans et demi d'insomnie très grave, où je ne dormais vraiment pas. J'étais à la limite de la rupture partout d'un point de vue physique. Et la première rencontre de la PNL a arrêté les insomnies. En 2 heures d'un travail, d'un protocole avec quelqu'un, en 2 heures, j'ai retrouvé le sommeil. Alors que je vivais depuis 8 ans et demi presque sans en conscience que j'étais avec un problème, ce qui est absolument incroyable. Voilà, donc j'ai mis de l'importance sur la PNL, donc j'ai mis de la valeur. C'est devenu quelque chose qui fait partie de ma vie, de mes choix.
parce que j'ai eu une expérience remarquable qui m'a fait créer de la valeur. Donc, les valeurs, elles naissent aussi, tu disais, on vient avec les valeurs de nos parents, mais on crée de la valeur et on développe ça vaut le coup, telle chose vaut le coup, à travers les expériences que l'on fait ou qu'on ne fait pas. Les bonnes et les mauvaises expériences. C'est une question que je me pose et que je vais te poser d'ailleurs. Est-ce que tu crois qu'on a une espèce d'ADN de départ de valeur et que ça peut changer? Alors, oui. Oui, parce que, en fait, tout ce qui nous constitue, ce sont des apprentissages. Oui. Dans le sens, on est une machine à capter sensoriellement et neurologiquement, une machine à capter des stimuli et à les organiser. Dès la constitution de l'enfant, dès la constitution de l'enfant, dès que les cellules à partir de la 3e semaine dans le ventre de nos mères commencent à se différencier, on va commencer à construire petit à petit un cerveau et on va commencer à faire de l'interaction. Et dès la phase intra-utérine, on a des interactions et on commence à créer des schémas neuronaux, des enchaînements. Oui, c'est vrai. Bien entendu, là-dedans, tout ce que vit notre mère, ce qu'elle dit, ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, on le ressent. Donc, on va arriver sans doute avec un corpus de croyances, de valeurs et de critères qui sont transmis rien que dans notre constitution, au sens le plus biologique du terme. Maintenant, dès qu'on va sortir du ventre de notre mère, on est autonomisé d'un point de vue biologique par rapport au tissu cellulaire de notre mère, on commence à faire des expériences qui vont être de plus en plus autonomes. Oui. Alors, bien entendu, il y a des stades dans la construction de l'enfant jusqu'à l'adulte, il y a plein de stades, mais il va y avoir beaucoup de choses qui vont se construire autour de la sécurité, par exemple. Oui. Voilà. Ou de l'insécurité, autour de la confiance en soi, de l'estime de soi. Par exemple, ces 3 piliers que je viens de nommer, sécurité, confiance en soi, estime de soi, c'est quelque chose qu'on met fortement en place. On a des points de repère inconscients de ça dans les 3-4 premières années de notre vie. Donc, bien sûr, tout ce qui se passe là va être très, très impactant. Maintenant, ça peut tout au long je réponds à la deuxième partie de ta question, c'est que ça peut évoluer tout au long de la vie. Parce que tout au long de la vie, on peut faire de nouveaux apprentissages, on peut réviser les apprentissages que nous avons faits, fort heureusement. Donc, en permanence, le cerveau va refaire une nouvelle résultante entre ce qu'il avait au départ, l'environnement qui lui apporte des informations nouvelles et une nouvelle résultante, il va s'adapter à… Je vais donner un exemple. Imaginons quelqu'un qui naisse dans un pays en paix et puis, malheureusement, cette personne connaît la guerre, la souffrance, voit des personnes en souffrance, etc. Et il va développer de l'empathie, il va développer des valeurs qui seront peut-être moins personnelles, mais plus, qu'est-ce que je dirais, peut-être il va y avoir une forme de spiritualité qui peut naître, ou bien un détachement par rapport à des choses qui va se dire finalement ça c'est pas très important, ce qui compte c'est d'être heureux, ce qui compte c'est voilà, tu vois ce que je veux dire, peut-être des valeurs moins matérielles, des choses comme ça. Donc effectivement, une expérience telle que la guerre pourrait changer une personne et lui donner d'autres valeurs, quoi. Il y a, sans aller chercher la guerre. Hein, oui, je donne un exemple extrême pour vraiment… Non, mais je donne un exemple très, très, très courant. On fait l'expérience de la relation amoureuse à l'âge de 14 ans, 16 ans, ça se passe plus ou moins bien, mais ça se passe. On grandit avec ça parce que voilà. Et puis on rencontre la personne qui l'on pense être l'amour avec un grand A de la vie. Et puis là, on s'aperçoit que à un moment, on est trompé, mais alors on vit ça comme une trahison. Elle est partie avec son meilleur copain, donc c'est trahison de l'amitié, de l'amour entre hommes et femmes. Et là, tout d'un coup, on peut changer en disant l'amour, ça ne sert à rien. L'amour, tout d'un coup, n'a plus de valeur et on change de comportement. Parce que sur un choc, c'est un trauma, il faut changer ça. J'ai déjà entendu ça, quelqu'un qui dit non, moi je ne crois plus à l'amour.
Voilà, donc c'est bien entendu. Mais ce n'est pas parce que ça nous est arrivé que même ça, on ne peut pas revenir à retrouver une autre forme d'amour, une autre. Et à partir du moment où on pense que c'est quand même important pour soi. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, qui nous a Ouais. posé une question. Comment découvrir nos valeurs inconscientes? Ah ben oui, c'est ça toute la question. Ça va être ça. Alors, il vaut mieux s'entraîner à le faire parce que sinon, on a des expériences comme celles que j'ai vécues qui sont un peu douloureuses quand même, qui sont un Du tout une peu surprise. chaotiques. Du coup, voilà, on peut moins bien gérer la transition. Voilà, on ne voit pas venir certaines choses. Alors, je, je pense que justement, les ruptures dans la vie font prendre conscience de ce qui était important quand on l'a plus. C'est vrai. Donc, ça, on l'a tous plus ou moins vécu, mais selon ce qu'on tire comme conclusion, on n'aura pas le même effet derrière. Si on comprend qu'un choc qu'on a pris, qui a créé une rupture et qui nous a privé de quelque chose, et nous fait prendre conscience que la chose qu'on en a privée est importante. Il ne faut pas la rejeter. Au contraire, ça, on vient de découvrir qu'il y avait une valeur inconsciente qui a été touchée. Donc, il faut la garder, mais voir comment on va la travailler autrement, on va la vivre autrement, on va faire attention autrement dans des expériences futures. Donc, nos expériences passées, même les plus dures, sont utiles. Ouais. Elles ont une fonction utile, au moins celle-là, d'apprendre à nous connaître. Ouais. Et on a beaucoup d'informations dans ce qui nous arrive. Mais je parle caricaturalement des chocs, mais c'est dans toute chose qui nous arrive, on a en fait la connaissance de soi. C'est quel que soit ce qui nous arrive, qui marche pas, on a l'information sur nous-mêmes parce que ce qu'on fait, c'est à 90% le produit de notre inconscient. Notre inconscient, il est présent tout le temps. Ouais. Donc, comment découvrir ces valeurs inconscientes? C'est déjà en apprenant à se regarder, en apprenant à voir les répétitions de notre vie, en apprenant à écouter sur quoi on met de l'importance et à Ouais. le noter. Puis, au bout d'un moment, on se rend compte ah oui, on met beaucoup d'importance sur telle chose. Maintenant, on peut passer par des processus conscients pour arriver à des processus inconscients. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une feuille de papier et de lister Déjà. à l'intuition tout ce que vous pensez vraiment important. D'accord? Vraiment important. L'amour, le partage, l'écoute, voilà. Vous listez tout ça. Une fois que vous avez listé tout ça, vous commencez déjà à distinguer ce qui est vraiment essentiel. Alors, donc, vous pouvez c'est important, mais il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Donc, il y en a qui sont vraiment importantes, d'autres importants, puis moins importants, secondaires, tertiaires. Donc, déjà, on fait trois catégories. Ouais. On fait trois catégories. Dans les vraiment importants, il y a les vraiment importants, ceux qui sont vraiment au top 10, c'est les essentiels. Ah, ça, je n'en passe pas. Le truc, on ne peut pas faire autrement. Ah, mais si ça, c'est pas satisfait, ça ne peut pas marcher. Alors, pour vous rendre compte de ça, par exemple, vous prenez l'exemple du choix d'un mari ou du choix d'une femme. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans le choix de votre compagnon? Ouais. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Ce qu'on peut faire, ce qui est parfois plus facile, c'est de se dire non pas qu'est-ce que je veux qui est indispensable, mais qu'est-ce que je ne veux absolument pas. Et de là, on va regarder derrière quelle est la valeur. Voilà. On peut passer par ce truchement, c'est-à-dire ce qu'on appelle les antivaleurs. C'est faire les antivaleurs, qu'est-ce qui est vraiment. C'est même pas pensable que ça soit dans ma vie. Ça, pas question. C'est ce que j'appelle les non négociables. Mais en fait, derrière le non négociable, c'est par exemple, je ne peux pas supporter quelqu'un qui est désordonné. Voilà. Okay. Mais derrière ce désordonné, il y a quelque chose qui est important pour moi. C'est peut-être l'ordre. Mais l'ordre, on va voir, alors c'est là où il faudra faire la distinction entre critères et valeurs. Tout ce qui est de l'ordre qui est d'un descripteur d'action. L'ordre, c'est plutôt, je décris un état de fait dans un environnement. Ma maison est en ordre. J'arrive dans la maison, il y a les chaussures à l'entrée, c'est en désordre. La table n'est pas démise. Il y a l'évier qui est plein à craquer. J'étais pas là pendant 3 jours et j'arrive. Je supporte pas ça. Mais ça, c'est de l'ordre des critères. C'est-à-dire que je vois quelque chose
Je perçois quelque chose avec les cinq sens qui me fait dire qu'il y a quelque chose qui est touché, quelque chose qui est violé. L'ordre, donc ça, c'est le critère. L'ordre sera plutôt un critère. Mais posez-moi, mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'ordre? Qu'est-ce qui est important? Alors, ça sera peut-être la sécurité. Ce sera peut-être la beauté. Ouais. Ce sera peut-être l'esthétisme. Ça peut être ça peut être la santé. La santé aussi. Ouais. C'est malsain que ça se passe comme ça. Voilà. Donc pointez ces choses-là qui vous arrivent. Vous prenez, mettons, une semaine et tout ce vous pensez qui vous a touché, qui est important, mais qui vous a touché en négatif, c'est-à-dire que c'est plutôt de l'anti-valeur, c'est de l'anti-critère, c'est ce que vous ne voulez pas, ou ce qui vous a touché, qui vous a ému, qui vous a transporté, ça c'est plutôt les valeurs dites aidantes, les valeurs aidantes. On parle de valeurs aidantes et de valeurs limitantes. Est-ce que tu avais une autre question, Clément? Il me semble qu'il y avait deux questions. Oui. Oui. J'espère que j'ai avoir répondu à valeurs inconscientes. Oui, après, pour finir là-dessus, effectivement, il y a des exercices de PNL bien précis qu'on fait dans nos formations qui vont vraiment travailler sur les valeurs de profondeur. Voilà, qui serait trop long à expliquer. Mais c'est vraiment important de découvrir ça parce que vraiment, on trouve, en faisant ça, on trouve des clés fantastiques sur soi-même et que l'on peut expliquer à l'autre. On peut expliquer à l'autre pourquoi on s'attrape, par exemple, dans un couple. On peut expliquer pourquoi on s'attrape parce qu'on ne parle pas des mêmes valeurs et surtout, même si on a les mêmes valeurs, mais qu'on n'a pas les mêmes applicatifs, ça peut faire un clash. On s'entend souvent pas, on se déchire souvent, pas au niveau des valeurs, mais au niveau de l'expression des valeurs, sur les critères. Alors, bon, après, il faut savoir que quand on fait une gestion de conflit, il faut trouver la valeur qui unifie et retrouver un point commun en termes de mode opératoire. Bon, ça, c'est le principe de la négociation. J'ai une deuxième question qui vraiment pose une question philosophique très profonde. Peut-on dire que c'est notre âme qui nous amène à nos vraies valeurs? Ah, ça, c'est un grand débat. D'abord, est-ce que l'âme existe? Ça, je vais absolument pas affirmer ça. J'en sais rien. Je vais dire, j'en sais rien, mais je vais nuancer. Parce qu'il y a des gens qui parlent de trois choses. Qui parlent du corps, de notre existence, qui parlent de l'esprit et qui parlent de l'âme. L'âme, dans le sens, ils font une distinction entre l'esprit et l'âme étant l'anima, c'est-à-dire ce qui donne la vie, ce qui anime au sens vital. C'est plutôt la force vitale. Et d'autres qui parlent de l'esprit, qui serait un esprit qui viendrait, pour certains, il y a certaines théories qui disent que c'est un esprit qui vient s'incarner dans un corps. C'est pas les parents, c'est des théories qui disent que ce n'est pas les parents qui choisissent de faire un enfant, c'est plutôt l'esprit, esprit qui vient choisir d'habiter dans une famille pour X raisons. Dans celle-là, au nom de la famille, par rapport à la famille, mais par rapport aussi à son évolution. Alors là, ça pose la question de est-ce qu'on croit à la métempsycose, est-ce qu'on croit aux vies antérieures? Bon, moi, pour ce qui me concerne, je prends les choses autrement. Je prends les choses autrement. En disant, j'ai des outils pour apprendre à me connaître. C'est quoi? Donc, on a vu les valeurs. Mais pour apprendre à me connaître, je peux me connaître en disant, faire la liste un petit peu de ce que je sais faire, de mes compétences, de mes capacités. Je peux faire la liste de mes passions, de ce que j'aime, de mes centres d'intérêt. Je peux faire la liste de ce que je crois. Je crois par rapport à tout, la vie, la société, moi, les relations. Donc, je parle de moi quand je dis ça, parce que quand je l'écris, je fais l'exploration de tout ce qui me compose intérieurement. D'accord? Puis, je peux faire la liste de mes valeurs, de mes critères. Et si je monte à la recherche de mon identité, de qui je suis vraiment, ok, je peux regarder mes comportements, je vais avoir des valeurs et puis je m'aperçois que des fois mes comportements, ils ne sont pas du tout en accord, ils sont incohérents avec mes valeurs et mes critères. Et je ne suis pas contente. Donc, c'est qui décide? Donc, il y a une partie de moi qui est inconsciente, alors que consciemment, je veux des choses, je fais le contraire. Donc, il y a un inconscient qui est là. D'accord? Bon, c'est inconscient, donc je sais que c'est là, c'est une partie de moi, mais c'est quand même un mystère. Je ne sais pas ce que c'est, ce truc-là. Et par quoi il est animé. Donc, et est-ce qu'il est animé justement par
une force vitale qui est purement le rapport à la survie biologique, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand encore? Alors, moi, je trouve que c'est intéressant de penser qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus mystérieux, qui est mon âme, et qui est quelque chose, la partie la plus pure de moi, comment dire, la moins embarrassée de mes défauts, de mes croyances, qui n'est pas embarrassée de mes expériences, qui est à la limite ce qui à la fois peut-être m'a donné vie au sens vital, m'a donné vie au sens esprit et m'a donné vie au sens corporel, ok, Ouais. et au sens social. Donc j'ai tendance à dire oui, je pense on peut pas, je peux dire que pour moi ça m'arrange de dire qu'il y a une âme, mais j'en sais rien en fait. Vous comprenez? Je Après, je peux pas avoir une totale affirmation là-dessus. on dit dans la PNL qu'il n'y a pas de, comment je vais dire, les affirmations de la PNL on ne dit pas qu'elles sont vraies, mais on dit Voilà. qu'elles font du bien. Et c'est pour ça que je reprends la question. Peut-on dire que c'est notre âme qui nous amène aux vraies valeurs? J'en sais rien. C'est plutôt notre recherche de nous et de notre âme qui fait qu'effectivement, on va trouver les valeurs qui nous constituent, qui sont proches, qui nous définissent le plus possible. Vraies valeurs, le mot vrai me gêne un peu parce qu'il y a pas de, il y a des valeurs. Elles sont ni vraies ni pas vraies. Elles sont celles qui me correspondent, qui sont propres à moi et qui fait que je suis unique. Parce qu'une valeur, à la limite, le mot vrai, il est toujours renvoyé à une notion d'absolu. Et un absolu, ça voudrait un absolu qui serait vrai pour tout le monde. Non, je veux dire, si la personne qui m'a posé la question, elle parle de sa vérité et uniquement, et elle laisse cette vérité propre à elle, oui, le mot vrai peut être accepté. Mais Oui, parce qu'à contrario, elle pourrait se dire, j'ai des valeurs que j'ai cru être les miennes, mais que j'ai acceptées par défaut, qui ne sont pas les miennes. Et je pense que c'est ce qu'elle veut dire parce qu'elle Oui. dit qu'il nous emmène à nos valeurs, à nos vraies valeurs. Donc, Ouais. elle ne parle pas des valeurs des autres. Euh, voilà. Dans le sens, les valeurs qui sont importantes, c'est qui sont vraiment, qui sont récurrentes dans notre vie. Par exemple, on fait un travail en PNL qu'on appelle le travail sur la phrase de direction. Qu'est-ce qui nous dirige dans la vie? Et c'est une phrase qui nous permet d'identifier ce qu'on appellerait qui permet d'explorer la mission de vie. Et donc, il y a tout un travail comme ça qu'on fait en PNL, d'exploration de ça. Et on arrive à trouver une phrase. Et quand on la dit, elle est tellement proche de nous qu'elle nous met elle nous fait vivre une émotion presque jusqu'à en pleurer. Tellement ça peut être fort de vibration. C'est presque comme si on se mettait en vibration comme un diapason. Et moi, la phrase que j'avais trouvée et qui reste vraiment une phrase dirigeant ma vie, et vous allez voir à quel point elle l'a dirigée, et c'est vraiment, ça a l'air vraiment quelque chose d'inconscient, c'est ma mission, c'est d'explorer l'inconnu pour le mettre à disposition des autres. Wow, c'est une belle phrase. En fait, j'en tombe à la renverse, tu vois. et toi qui me connais, c'est ce que je fais à travers la PNL, c'est ce que je fais à travers les neurosciences, c'est ce que je fais à travers la créativité. Mais c'est pas ce extraordinaire, c'est que j'ai fait des études. Alors donc, bien avant de connaître cette phrase, parce que j'ai découvert cette phrase vers l'âge de 37, 38 ans, mais bien avant, j'ai fait des études, j'ai fait des choix professionnels, je les ai réalisés pour être explorateur, au sens Hemingway du terme. Et figure-toi que le premier boulot que j'ai eu, je me suis retrouvé en Guyane, dans une zone dont j'étais le responsable de la cartographie, dans une zone qui était blanche sur la carte IGN. Waouh. Ouais. Donc, tu étais un explorateur. Ah, mais j'étais complètement dans le rôle de l'explorateur. Et j'ai pris conscience que ça met très longtemps après. Tu as une âme d'explorateur. Et tu sais bien que je continue à faire ça, parce que, par exemple, le travail, on essaie de faire, enfin pas qu'on essaye, qu'on fait, on n'essaye pas, de faire le lien entre l'Ayurveda et la PNL, c'est une véritable exploration qui est un peu iconoclaste, ou qu'on nous reproche un peu. Fait, mais oui. Voilà. Même dans les deux sens. L'Ayurveda se demande ce que vient faire la PNL, et la PNL se dit c'est quoi cette histoire d'Ayurveda.
Bien sûr. Dans les deux sphères, on se demande effectivement ces deux mondes qui viennent se rencontrer. Ouais. Alors, il faudrait conclure parce que je pense qu'il ne reste Oui. plus beaucoup de temps. On va même peut-être un peu dépasser le temps. Et bon, pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, on a mis en place une formation distancielle qui On en donne a les une en bases. juin, Clément, qui Pardon. démarre. On en a une qui commence en juin. On en a une qui commence le 15 juin, 15 qui est juin. programmée pour le 15 juin, en semaine pour les gens qui veulent travailler semaine et qui travaillent, qui sont employés, qui ont un emploi, qui veulent faire payer ça par leur employeur. Et il y en a une qui commence le 20 juin. D'accord. Et c'est une formation en distanciel. Donc, je vous invite à vous rapprocher d'AIMSA, du centre AIMSA, et de demander des renseignements. Vous pouvez appeler Eleonore Julie, c'est Julie ou, qui. euh, ou, euh, ou- ou moi, je serai aussi disponible si vous avez demandé, si vous avez une demande plus spécifique, ben, on me transmettra la demande, j'y répondrai, je vous appellerai ou on vous donnera mon numéro de téléphone pour aller plus loin si vous le voulez. Voilà. Voilà. Ok, ben merci beaucoup Clément pour avoir partagé tes valeurs et ces belles histoires autour des valeurs. Ah, c'est passionnant. Et puis, ben voilà, on peut dire clairement que nous partageons, toi Nathalie et moi, la valeur de l'enseignement, du partage de la connaissance. Et c'est ça qui nous anime et qui fait qu'on est heureux de faire le métier qu'on fait. Ouais. Moi, Voilà. c'est ce qui m'a fasciné dans la PNL. Hein. Quand j'ai commencé la PNL, j'ai dit waouh, il y a des quantités d'outils, de moyens pour aller explorer son propre inconnu. C'est ça. Et je me suis et puis après l'inconnu de l'autre, l'inconnu des relations, l'inconnu du monde. Mais après, avec la PNL, on peut explorer l'inconnu d'une civilisation, d'une société, d'une culture. On peut faire ça avec les outils de la PNL. Mais déjà soi-même, c'est un véritable cosmos. On est un cosmos à nous tout seuls. Exact, exact. Ben, écoute, merci beaucoup Clément pour ce partage. Et alors, à la semaine prochaine pour la seconde clé pour transformer sa vie et faire de sa vie ce qu'on a vraiment envie d'avoir, d'être et de vivre. Mais c'est moi qui te remercie. Puis je remercie nos auditeurs, enfin les internautes qui nous suivent. Merci. Et pensez à mettre un like oui, c'est vrai. Et à transmettre. Et à partager, et à partager. nos discussions. Bien entendu, si ce qu'on a dit avait un quelconque intérêt. Voilà. Et si ça fait partie de vos valeurs. Oubliez-nous. C'est pas très grave. Voilà. À bientôt. À la semaine prochaine. Bye. Bye.